Un milliardaire organise une chasse au trésor de 12 millions et transforme des vies grâce à des énigmes captivantes. Il avait tout, sauf ce qui comptait le plus. Dans un geste audacieux, un milliardaire solitaire lance une mission extraordinaire, une chasse au trésor qui promet bien plus que des richesses. Des histoires de courage, des familles réunies et des secrets dévoilés s'entrelacent dans une aventure qui repousse toutes les limites. Que feriez-vous si vous aviez la chance de changer votre vie? Thomas Carpenter était un homme entouré de tout ce que la vie pouvait offrir, du moins, matériellement parlant. Sa demeure, perchée au sommet d'une colline dans le Colorado, ressemblait davantage à un musée qu'à une maison. Les murs étaient ornés de peintures de la Renaissance, tandis que des sculptures en marbre et des meubles en bois rares décoraient les vastes salons. Malgré tout ce luxe, l'endroit transpirait un silence presque oppressant. À 60 ans, Thomas était le portrait même de la solitude. Veuf depuis plus d'une décennie, son épouse, Marianne, avait été la seule personne à le voir au-delà de sa richesse. Sans enfant, il s'était réfugié dans une routine que beaucoup envieraient, voyage sur des îles exotiques, collection de voitures anciennes et réunions avec des figures influentes du monde des affaires. Mais, pour Thomas, ces activités étaient vides, comme essayer de remplir un tonneau sans fond. Un soir, alors que la lumière du feu éclairait sa bibliothèque remplie de livres anciens, Thomas contempla un portrait de Marianne accroché au mur. Son regard semblait le transpercer, comme si elle lui demandait « C'est ainsi que tu passes le temps qu'il te reste ?» Il soupira, la tête appuyée dans ses mains. « Je ne sais pas quoi faire, Marianne, » murmura-t-il, comme s'il espérait une réponse. Le téléphone sur son bureau vibra, mais il l'ignora. Il savait que c'était probablement un cadre ou un parent éloigné cherchant à sonder sa fortune. C'était le fardeau que l'argent lui avait apporté, des relations superficielles et intéressées. Ses rares amis étaient des hommes et des femmes qui le flattaient, mais écoutaient rarement ce qu'il avait à dire. Thomas avait l'habitude de passer ses soirées dans son observatoire privé, contemplant le ciel étoilé. Les étoiles, avec leur lumière ancienne, lui apportaient un mélange de réconfort et d'angoisse. Il savait qu'il avait plus d'années derrière lui que devant lui, et cette prise de conscience le troublait profondément. Quel est le sens de tout cela, pensait-il, en regardant l'immensité de l'univers. Le milliardaire avait lu et entendu des centaines de réponses à cette question au fil des années. La religion parlait de foi, les philosophes, de vertu, et les économistes, d'héritage. Mais aucune de ces idées ne semblait combler le vide qu'il ressentait dans sa poitrine. Thomas savait que construire un héritage financier ne suffisait pas. Il voulait quelque chose de plus, quelque chose qui aurait du sens pour les gens. Lors d'un dîner, seul dans sa salle à manger, accompagné uniquement d'une bouteille de vin coûteux et du tintement des couverts, Thomas réfléchit à haute voix. « Marianne, quelqu'un se souviendra-t-il de moi quand je ne serai plus là? Quelqu'un regardera-t-il ce que j'ai fait et ressentira-t-il autre chose que de l'envie ou du désir ?» Il fit une pause, puis, d'un ton plus bas, confessa « Je ne veux pas être simplement l'homme le plus riche du cimetière. » C'était là le dilemme de Thomas Carpenter. Il avait accompli tout ce que la société considérait nécessaire pour être heureux, mais il se sentait plus vide que jamais. Son esprit inquiet savait qu'il avait besoin d'une réponse, et qu'elle devait venir rapidement. Après tout, le temps était la seule chose qu'il ne pouvait pas acheter. Thomas monta dans sa chambre, mais il ne parvint pas à dormir. Le tic-tac de l'horloge semblait se moquer de lui, comme si chaque seconde perdue était une accusation de plus. Il se leva et retourna à sa bibliothèque. Parmi les livres, il trouva un vieux journal où Marianne avait un jour écrit « La véritable richesse réside dans les vies que nous touchons, pas dans les biens que nous accumulons. » Ces mots le frappèrent comme la foudre. Peut-être, après tout, que l'argent n'était pas le problème. Peut-être pouvait-il l'utiliser pour quelque chose de plus grand. L'idée était encore vague, mais elle commençait à germer dans son esprit. Thomas comprit que, pour trouver la réponse qu'il cherchait, il devrait sortir de sa zone de confort. Et,
Plus important encore, il devrait se reconnecter aux gens. Cette nuit-là, alors que l'horloge indiquait 3 heures du matin, Thomas Carpenter prit la décision de changer. Il ne savait pas encore comment, mais il était déterminé à transformer sa solitude en quelque chose qui inspirerait les autres, peut-être lui-même. Thomas Carpenter se réveilla avec une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'enthousiasme. Après des années de monotonie, il entrevoyait enfin un but. Ce n'était encore qu'une lueur, mais il se sentait poussé à l'explorer. Alors que le soleil se levait sur les montagnes du Colorado, projetant des teintes orangées sur la façade de son manoir, il descendit à sa bibliothèque et commença à fouiller ses étagères à la recherche d'inspiration. Parmi les livres d'économie et les biographies de grands leaders, Thomas trouva un vieux volume intitulé Mystères et trésors perdus. C'était un cadeau que Marianne lui avait offert des années auparavant, lorsqu'il avait exprimé un intérêt pour les récits d'aventure. Il feuilleta les pages usées, s'arrêtant sur un passage qui relatait la légende de l'or perdu d'un explorateur du XIXe siècle. Alors qu'il lisait, quelque chose s'éclaira dans son esprit. « Une chasse au trésor », murmura-t-il, ses yeux brillant d'une nouvelle idée. Mais ce ne serait pas un simple jeu pour des millionnaires déséuvrés. Il voulait quelque chose de grandiose, quelque chose qui réunirait les gens, les pousserait à sortir de leur routine, à relever des défis et à découvrir leur propre force intérieure. Thomas décida sur le champ qu'il ne se contenterait pas d'une donation philanthropique classique. Il créerait une quête, une expérience transformative. Avec l'enthousiasme d'un enfant planifiant sa première aventure, Thomas prit un bloc-notes et se mit à griffonner des idées. Il nota les principes de base, le trésor serait réel, une somme assez importante pour changer des vies. Chaque lieu cacherait des indices, mais leur découverte ne serait pas facile. Les énigmes devraient être résolues avec intelligence, collaboration et persévérance. Il voulait inspirer le courage et le dépassement de soi, et non la cupidité. Dans les semaines qui suivirent, Thomas se consacra à ce projet avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il engagea une équipe de spécialistes de confiance pour l'aider à organiser les détails. Cartographes, cryptographes et historiens furent sollicités pour concevoir les énigmes. Même ses avocats furent impliqués, afin de s'assurer que tout se ferait dans le respect de la loi. Un matin, dans une salle de réunion improvisée dans son manoir, Thomas présenta sa vision à un petit groupe de conseillers. « Je veux que ce soit plus qu'un jeu, expliqua-t-il, sa voix chargée de conviction. Je veux que les gens redécouvrent l'excitation d'explorer, de croire en quelque chose de plus grand. L'argent sera l'appât, mais le véritable prix sera l'expérience. » Une jeune assistante nommée Clara leva la main timidement. « Monsieur Carpenter, avec tout le respect que je vous dois, comment pouvons-nous garantir que les gens ne se blessent pas ou n'abusent pas de cette initiative ? Une chasse au trésor de cette ampleur pourrait attirer toutes sortes de personnes. » Thomas s'arrêta un instant pour réfléchir à la question. Finalement, il répondit. « Nous établirons des règles claires et un code de conduite. Plus important encore, je veux que chaque indice soit un défi intellectuel, et pas seulement physique. Je veux que les gens collaborent, qu'ils apprennent quelque chose au passage. Ce projet porte sur bien plus que l'argent. Il s'agit de redécouvrir ce que signifie vivre pleinement. » Après la réunion, Thomas s'assit seul dans son salon, regardant la neige commencer à tomber dehors. Il savait que le monde verrait cela comme une autre excentricité d'un milliardaire déséuvré. Mais, au fond, cela lui importait peu. Pour la première fois depuis des années, il avait le sentiment de faire quelque chose qui comptait vraiment. « Marianne, j'espère que cela te fera sourire, dit-il doucement, en regardant son portrait. Les préparatifs prirent des mois. Thomas cacha 12 millions de dollars dans différents lieux des États-Unis, chaque somme répartie dans des coffres et des cachettes soigneusement sélectionnées. Il se rendit lui-même dans certains de ces endroits, supervisant l'installation des indices. Dans une grotte reculée de l'Arizona,
il tint la première clé dorée entre ses mains avant de la placer dans une cachette secrète. Que l'aventure commence ici, déclara-t-il en posant la clé à sa place. Quand tout fut prêt, Thomas savait que l'étape suivante était aussi importante que la planification, faire connaître le projet au monde. Il engagea l'une des plus grandes agences de marketing des États-Unis pour créer une campagne qui éveillerait curiosité et émotion. La vidéo promotionnelle commença par l'image d'une clé dorée, suivie par la voix grave d'un narrateur. Que feriez-vous pour changer votre vie? Êtes-vous prêt pour l'aventure d'une vie? L'annonce fut diffusée sur toutes les plateformes, et en moins de 24 heures, Internet fut envahi de spéculations. Était-ce vrai? Un milliardaire avait-il vraiment caché des millions de dollars pour ceux qui seraient capables de les trouver? Les commentaires étaient partagés entre sceptiques et rêveurs, mais une chose était sûre, le monde était sur le point de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il regardait la vidéo depuis son salon, Thomas sourit pour la première fois depuis des mois. Il savait que cette idée était bien plus qu'une distraction. C'était un nouveau départ. Le jour de la grande révélation était enfin arrivé. Thomas Carpenter se réveilla tôt, comme un enfant un matin de Noël. Il prit son petit déjeuner en silence, les mains légèrement tremblantes, non pas par nervosité, mais par un enthousiasme renouvelé qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Aujourd'hui, le monde allait découvrir son projet. En début d'après-midi, la conférence de presse se tint dans la salle principale de son manoir, un espace qui respirait l'élégance avec ses lustres en cristal et ses tapisseries anciennes. Des journalistes de tout le pays étaient présents, leurs caméras et microphones braqués sur le milliardaire, qui apparaissait rarement en public. Thomas monta sur l'estrade, ajusta le micro et commença à parler. Pendant des décennies, j'ai consacré ma vie à accumuler des richesses, dit-il d'un ton grave mais serein. Mais, avec le temps, j'ai compris que l'argent, à lui seul, ne peut combler les vides les plus profonds de notre âme. Aujourd'hui, je veux utiliser ma fortune pour quelque chose qui me dépasse. Je veux inspirer. La salle était plongée dans un silence absolu, chacun attendant avec impatience ce qu'il allait dire ensuite. C'est avec grand plaisir que je vous annonce un projet appelé la clé de la vie. J'ai caché 12 millions de dollars dans différents lieux à travers les États-Unis. Pour les trouver, il faudra résoudre des énigmes, relever des défis, et surtout, croire que l'impossible peut devenir possible. Les journalistes se mirent immédiatement à murmurer, mais Thomas leva la main pour demander le silence. Je veux que cela soit bien plus qu'une simple quête de richesse. Je veux que ce soit un voyage d'introspection, une opportunité pour chacun de se rappeler que le monde contient encore des mystères, des aventures, peut-être, un peu de magie. La conférence de presse fut diffusée en direct, et en quelques heures, la nouvelle devint virale. Dans les jours qui suivirent, les plateformes en ligne furent envahies de débats et de spéculations. Était-ce réel? Qu'est-ce qui pouvait bien motiver un milliardaire à créer un projet aussi audacieux? Des milliers de personnes se mirent à étudier les règles, à déchiffrer les premières pistes et à organiser des équipes. Parmi les participants se trouvaient des individus de tous âges et horizons, une mère célibataire du Texas, un groupe d'amis étudiants à New York, un vétéran de guerre en Californie, tous avec des histoires uniques et un rêve commun. La quête du trésor n'était pas seulement une question d'argent, c'était une chance de vivre une aventure unique. Thomas observait tout cela depuis son salon, où 3 écrans géants diffusaient des images et vidéos envoyées par les participants. Son équipe marketing avait installé un système pour suivre les réactions et interactions en temps réel. Il vit une mère et son fils discuter de la meilleure façon de résoudre une énigme, un groupe de jeunes se réunissant dans un café pour élaborer des stratégies, et même un couple âgé débutant l'aventure pour raviver leurs souvenirs de jeunesse. C'est cela, murmura Thomas avec un sourire. C'est ce que je voulais voir. Clara, son assistante, entra dans la pièce avec une tablette à la main. Monsieur Carpenter, les réseaux sociaux explosent. Twitter est inondé de hashtags sur le projet.
Nous avons même des célébrités qui participent. Thomas éclata de rire, un son rare et sincère. Clara, je savais que cela arriverait, mais je ne pensais pas que ce serait si rapide. Ce n'est que le début. Alors que la chasse au trésor prenait de l'ampleur, les premières énigmes commencèrent à être résolues. L'une d'elles menait les participants à une grotte dans l'Utah, où une inscription énigmatique indiquait l'emplacement d'une clé dorée. Une autre énigme pointait vers un parc national du Colorado, exigeant que les chasseurs associent des constellations à des coordonnées géographiques. Dans une petite ville de Géorgie, un homme nommé Peter, sans emploi depuis des mois, trouva l'une des premières pistes dans une bibliothèque locale. Il tenait une carte ancienne entre ses mains, les yeux brillants. « On va le faire, Sarah », dit-il à sa femme, qui le regardait avec un mélange d'espoir et de scepticisme. « C'est peut-être notre chance. »« J'espère juste que ce n'est pas une arnaque », répondit-elle en l'aidant à tracer un itinéraire vers le lieu indiqué. Ces histoires parvinrent à Thomas sous forme de vidéos envoyées par les participants eux-mêmes. Chaque nouveau message était une confirmation que son projet avait un impact réel. Une nuit, en regardant une vidéo d'une famille déchiffrant une énigme ensemble, Thomas ouvrit son journal et écrivit. « Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, des gens rêvant ensemble. Peu importe qu'ils trouvent l'argent ou non. Ils ont déjà gagné. » Il referma son journal avec un sourire satisfait, se sentant plus vivant que jamais. Le monde avait accepté son invitation, et la véritable aventure ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent transformèrent la chasse au trésor en un phénomène culturel. Les rues résonnaient de conversations sur les énigmes, tandis que des émissions de télévision consacraient des heures à des théories et des débats. Les réseaux sociaux étaient inondés de vidéos de participants partageant leurs aventures, certains célébrant de petites victoires, d'autres exprimant leur frustration face à des énigmes particulièrement complexes. Partout, le sentiment dominant était l'excitation, le défi, et surtout, l'espoir. Thomas Carpenter observait tout cela de loin, toujours avec un sourire discret. Il passait ses matinées en réunion avec son équipe pour ajuster les détails et suivre les progrès, et ses soirées à lire et à regarder des histoires de personnes dont les vies avaient été impactées par son idée. Certaines de ces histoires l'émouvaient profondément. L'une d'elles venait d'un vétéran de guerre nommé Jake, qui avait perdu une jambe au combat et luttait contre la dépression. Dans une vidéo envoyée par sa sœur, Jake racontait comment la chasse au trésor lui avait redonné un nouveau but. Ce n'est pas seulement une question de trouver l'argent, disait-il, assis dans un fauteuil roulant avec la carte de la prochaine énigme sur les genoux. C'est une question de prouver à moi-même que je peux encore être utile, que je peux encore accomplir quelque chose de grand. Thomas mit la vidéo en pause et ferma les yeux un instant. Il sentit un pincement au cœur, non pas de tristesse, mais de gratitude. Il savait que ces histoires étaient la véritable récompense de son projet. Pendant ce temps, la compétition s'intensifiait. Des groupes entiers de chasseurs se formaient, avec des forums en ligne dédiés exclusivement à la résolution des énigmes. Certaines équipes étaient composées d'amis proches, d'autres de parfaits inconnus connectés par Internet. La collaboration était essentielle, et c'était précisément ce que Thomas espérait voir. Un exemple brillant venait d'un duo improbable, Sarah, une mère célibataire de 35 ans, et son fils Noah, âgé de 10 ans. Ils avaient trouvé une des énigmes dans une forêt de l'Oregon et étaient déterminés à aller jusqu'au bout. Noah, avec ses yeux pétillants et son esprit vif, surprenait sa mère par sa capacité à résoudre des énigmes complexes. « Regarde, maman. Cette piste parle d'une constellation, » dit-il en montrant un fragment de texte. « Et qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Sarah en fronçant les sourcils. « Je pense qu'il faut regarder le ciel la nuit. Peut-être que les étoiles nous montreront quelque chose. » Ils campèrent sur place, scrutant le ciel étoilé jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchaient, une formation qui, reliée par des lignes imaginaires, indiquait les coordonnées d'une grotte proche.
Sarah ne put retenir ses larmes en serrant son fils dans ses bras. Tu es incroyable, Noah. Je n'aurais jamais réussi sans toi. Thomas et son équipe suivaient de près des histoires comme celle de Sarah et Noah, et chaque nouveau récit renforçait sa détermination. Il commença à réaliser que la chasse au trésor devenait quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement une aventure, c'était une forme de connexion humaine, une manière de montrer que, malgré toutes les divisions et les difficultés, les gens pouvaient travailler ensemble pour quelque chose de plus grand. Mais tout n'était pas parfait. Certaines personnes tentaient de tricher, en utilisant des technologies pour localiser les trésors sans résoudre les énigmes. Thomas gérait ces cas avec fermeté. Il avait engagé une équipe d'experts pour garantir que la chasse reste équitable, même s'il savait qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Une nuit, alors qu'il passait en revue les dernières mises à jour, Clara, son assistante, entra dans la pièce avec une expression inquiète. « Monsieur Carpenter, je pense que vous devriez voir cela. » Elle lui montra un article publié par un journal à sensation, affirmant que la chasse au trésor était une imposture, une opération marketing pour accroître la popularité de Thomas. Il lut l'article en silence, son expression restant neutre. « Ils ont le droit de douter, » dit-il finalement en rendant la tablette à Clara. Mais la vérité est là, dans les histoires des gens. C'est cela qui compte. Clara hésita avant de quitter la pièce, mais pas sans ajouter. Ces histoires, elles sont réelles. Elles sont magnifiques. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Avec le temps, les défis devinrent plus difficiles, nécessitant plus d'efforts, de patience et de collaboration. À New York, un groupe d'étudiants universitaires passa des jours à résoudre une énigme dans une bibliothèque historique. En Arizona, un couple affronta une chaleur écrasante pour trouver une des clés. Et dans un parc national du Colorado, Jake, le vétéran de guerre, trouva enfin une énigme qui le rapprocha du prochain trésor. Thomas était profondément ému en entendant des récits comme celui de Jake, qui envoya un message disant « Je ne sais pas si je trouverai le prix final, mais je sais que j'ai déjà gagné quelque chose de plus grand. Merci de m'avoir rappelé ce que cela signifie de se battre pour quelque chose. » En lisant ces mots, Thomas sentit un poids s'évanouir de ses épaules. Il savait qu'il était sur la bonne voie et que, d'une manière ou d'une autre, il aidait les gens à redécouvrir la magie souvent absente de la vie quotidienne. La chasse continuait, et avec elle, grandissait non seulement la quête du trésor, mais aussi la transformation des vies. Dans le petit faubourg de Pineville, dans le Tennessee, les après-midi étaient paisibles et empreints de simplicité. Michael, un garçon de 12 ans aux yeux curieux et aux cheveux bruns en bataille, passait une grande partie de son temps à explorer les environs de sa modeste maison. Sa mère, Emma, l'observait depuis la fenêtre de la cuisine tout en faisant la vaisselle, un doux sourire illuminant son visage fatigué. « Ne va pas trop loin, Michael !» cria-t-elle en essuyant ses mains sur son tablier fleuri. « D'accord, maman. Je vais juste jusqu'au grand arbre. » répondit-il déjà en courant dans le jardin. L'arbre en question était un vieux chêne, au tronc massif et aux branches qui s'étendaient comme des bras accueillants. Michael adorait grimper dessus, s'imaginant explorateur de terres inconnues ou chevalier en quête d'aventure. Ce jour-là, cependant, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Au pied de l'arbre, le sol semblait légèrement remuer, comme si quelqu'un y avait récemment creusé. Curieux, il s'agenouilla et commença à creuser avec ses petites mains agiles. Après quelques minutes, ses doigts touchèrent un objet métallique. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il en tirant une petite boîte en métal rouillé. Il l'ouvrit avec précaution et découvrit un morceau de papier plié et une clé dorée. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le contenu. Dépliant le papier, il lut à haute voix. « Félicitations! Vous avez trouvé le dernier indice. Suivez le chemin indiqué par la clé et découvrez le trésor qui changera votre vie. Avec mes sincères salutations, Thomas Carpenter. »
Michael peinait à contenir son excitation. Il courut vers la maison, tenant la boîte avec soin. « Maman! Maman! Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé !» cria-t-il en entrant dans la cuisine, essoufflé. Emma se tourna, surprise par l'agitation de son fils. « Du calme, mon chéri. Que se passe-t-il » Il posa la boîte sur la table et lui tendit le billet. Emma lut lentement les mots, incrédule. « Ça doit être une blague, Michael. Où as-tu trouvé ça ? » Près du grand arbre. C'était enterré là. Je pense que c'est vrai, maman. Elle regarda la clé dorée, lourde et finement travaillée. Thomas Carpenter, répéta-t-elle, pensive. J'ai déjà entendu ce nom. Ce n'est pas ce milliardaire qui a lancé une chasse au trésor ? Michael hocha vigoureusement la tête. Oui. Je l'ai vu à la télé. Maman, et si c'était vrai ? Et si cela nous menait au trésor ? Emma hésita. La vie n'avait pas été facile depuis qu'elle avait perdu son mari. Travaillant à 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, elle avait rarement du temps pour des aventures ou des rêves impossibles. Mais en voyant la lueur dans les yeux de Michael, quelque chose en elle se réveilla. « Eh bien, ça ne coûte rien d'essayer, n'est-ce pas ?» dit-elle en souriant. Au cours des heures qui suivirent, mère et fils se plongèrent dans l'indice. La clé comportait des inscriptions qui, en les observant de près, formaient des coordonnées géographiques. « Il nous faut une carte, » dit Michael. Emma alla chercher un vieil atlas sur l'étagère. « Le voilà. Regardons. » Ses coordonnées pointent vers, elle glissa son doigt sur la carte. Un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Michael bondit d'excitation. « Allons-y maintenant, maman. » Emma regarda par la fenêtre. Le soleil commençait déjà à se coucher. « Il se fait tard, Michael. Mais je suppose qu'on peut y faire un saut rapide. » En arrivant à l'entrepôt, l'endroit semblait désert. La vieille structure grinçait sous le vent, et la végétation envahissait les alentours. « Tu es sûre que c'est ici ? » demanda Emma, un peu inquiète. « Certain, maman. Allons-y. » Ils entrèrent prudemment, éclairant leur chemin avec une lampe de poche. Au centre de l'entrepôt, il y avait un grand coffre, orné de détails dorés. « Regarde, maman !» s'exclama Michael en courant vers le coffre. Emma sentit son cœur s'emballer. Cela pouvait-il être vrai ? Michael utilisa la clé dorée pour ouvrir le cadenas. Dans un clic, le couvercle s'ouvrit, révélant des piles de billets et une lettre. Emma prit la lettre avec des mains tremblantes et commença à lire. « Chère Emma et cher Michael. Si vous lisez ceci, cela signifie que le voyage vous a conduit jusqu'ici. Ce trésor est plus qu'une richesse matérielle, c'est une opportunité pour de nouvelles possibilités. Utilisez-le avec sagesse et souvenez-vous que les vraies richesses résident dans les liens que nous tissons et les vies que nous touchons. Avec mes sincères vœux d'espoir et de bonheur. Thomas Carpenter. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Emma. Elle serra Michael contre elle avec force. « Maman, nous sommes riches maintenant ? » demanda-t-il, les yeux pleins d'espoir. Elle sourit à travers ses larmes. « Oui, mon chéri. Mais le plus important, c'est que nous nous ayons l'un l'autre. Et maintenant, nous pouvons construire un avenir meilleur ensemble. » En quittant l'entrepôt, Emma ressentit un mélange d'émotions, gratitude, soulagement et une nouvelle espérance qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé et murmura. « Merci, monsieur Carpenter. Vous avez changé nos vies. » Loin de là, dans son manoir, Thomas observait la scène via une transmission en direct discrètement installée dans l'entrepôt. En voyant la réaction d'Emma et Michael, il sourit, sentant que son objectif avait été accompli. « Félicitations, vous le méritez, »
dit-il en levant un toast vers l'écran. Thomas Carpenter était un homme transformé. Il n'était plus le milliardaire isolé contemplant le vide de la richesse, mais quelqu'un qui avait enfin trouvé un but plus grand. Après des semaines à suivre de près les histoires de transformation générées par sa chasse au trésor, il sentit qu'il lui restait encore des choses à accomplir. La décision de rencontrer personnellement Emma et Michael fut la prochaine étape de ce voyage. Emma et Michael peinaient à s'adapter à leur nouvelle réalité. Les semaines suivant la découverte du trésor furent intenses, visites de journalistes, rencontres avec des avocats et même des voisins curieux tentant de comprendre comment cette famille modeste avait eu une telle chance. Emma, cependant, resta discrète, concentrée sur la manière dont cet argent pourrait améliorer leur vie sans perdre de vue l'essentiel. Un après-midi ensoleillé, alors que Michael jouait dans le jardin avec un nouveau kit de construction qu'ils avaient acheté, Emma reçut un appel inattendu. « Madame Emma ?» dit une voix calme et posée à l'autre bout du fil. « Ici Thomas Carpenter. J'aimerais beaucoup vous rencontrer, si cela est possible. » Emma resta sans voix un instant. Elle reconnut immédiatement le nom et la voix, qu'elle avait entendue dans les reportages et vidéos sur la chasse au trésor. « Monsieur Carpenter ? » Bien sûr. Ce serait un honneur. Elle tenta de garder une voix ferme, bien qu'elle soit incrédule. Parfait. Je serai à Pineville demain. J'espère que nous pourrons discuter tranquillement. Le lendemain matin, une voiture noire se gara devant la maison d'Emma. Thomas en descendit, vêtu de vêtements simples, loin de l'ostentation habituelle des milliardaires. Michael, qui observait depuis la fenêtre, courut jusqu'à la porte, excité. « Vous êtes l'homme de la chasse au trésor !» s'exclama-t-il, les yeux grands ouverts. Thomas sourit et s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon. « Oui, et toi, tu es le garçon qui a trouvé le trésor. »« Enchanté, Michael. » Emma apparut juste derrière, tendant la main à Thomas. « Monsieur Carpenter, c'est un honneur de vous recevoir chez nous. Appelez-moi Thomas, s'il vous plaît. »« Et l'honneur est pour moi, » répondit-il en entrant dans le salon modeste mais chaleureux. Ils s'assirent autour de la petite table de la salle à manger, où Emma avait préparé du café et des biscuits maison. Thomas observa les détails simples mais accueillants de leur maison. « Emma, Michael, je veux vous remercier de m'avoir permis de venir ici. Vous voir découvrir le trésor a été l'un des moments les plus marquants de ma vie. » Emma sourit, mais une expression indéfinissable dans ses yeux intrigua Thomas. « Thomas, je voulais juste dire. Cet argent a changé nos vies, mais ce qui nous a le plus touchés, c'est votre lettre. Vos mots sur la connexion et le sens de la vie. Ils nous ont fait réfléchir. Et je pense que c'est cela que nous voulons transmettre aux autres. » Thomas se pencha, intéressé. « Que voulez-vous dire ?» Emma regarda Michael et sourit. « Nous voulons utiliser une partie de ce que nous avons gagné pour aider les autres. Peut-être créer un fonds pour les enfants défavorisés de notre communauté, ou quelque chose qui inspire les gens à croire en leurs rêves. » Thomas sentit une vague d'émotion l'envahir. Ces mots confirmaient que sa mission était accomplie, mais aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. « C'est exactement ce que j'espérais, » dit-il, la voix légèrement tremblante. « Et c'est pourquoi je suis ici. Je veux vous aider à transformer cette idée en quelque chose de grandiose. » Au cours des mois suivants, Thomas devint un mentor pour Michael, lui rendant fréquemment visite et lui enseignant des leçons qui allaient bien au-delà de l'argent. « Michael, qu'est-ce que tu penses être le plus important, gagner beaucoup d'argent ou savoir comment l'utiliser ?» lui demanda-t-il lors d'une promenade dans le parc. Michael réfléchit un instant. Savoir comment l'utiliser. Parce que l'argent ne signifie rien si on ne fait pas quelque chose de bien avec. Thomas sourit, impressionné par la sagesse du garçon. Exactement. Et c'est ce que toi et ta mère faites. Continuez ainsi, et vous changerez le monde.
En parallèle, Thomas et Emma travaillèrent ensemble pour créer la Fondation Clé de la Vie, une organisation dédiée à soutenir les familles en difficulté, en offrant éducation, ressources financières et opportunités. Le premier événement de la fondation se tint à Pineville, où des centaines de personnes vinrent remercier Thomas et Emma pour leur générosité. À l'occasion du premier anniversaire de la découverte du trésor, Thomas invita Emma et Michael à un dîner spécial dans son manoir. Pendant le repas, il leva son verre et déclara : « Je voudrais porter un toast. Pas à l'argent ni à la chasse au trésor, mais aux personnes incroyables que j'ai rencontrées au cours de ce voyage. Vous m'avez appris que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans l'impact que nous avons sur la vie des autres. » Emma et Michael sourirent, émus. « Thomas, vous nous avez donné bien plus que de l'argent, » dit Emma. « Vous nous avez donné de l'espoir. Et c'est quelque chose que nous ne pourrons jamais vous rendre pleinement. » Thomas secoua la tête. « Vous l'avez déjà fait, Emma. Vous m'avez montré que, même à la fin de la vie, on peut encore trouver un sens. Et cela n'a pas de prix. » Dans les années qui suivirent, la Fondation Clé de la Vie grandit, touchant des milliers de vies à travers le pays. Michael, inspiré par les enseignements de Thomas, devint un jeune homme brillant et déterminé, toujours en quête de moyens pour aider les autres. Et Thomas, maintenant âgé de 65 ans, vivait ses jours avec une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il n'était plus seulement un milliardaire, il était un homme qui avait trouvé sa plus grande richesse, la connexion humaine. En se promenant dans son jardin par un après-midi ensoleillé, Thomas leva les yeux vers le ciel et murmura : « Merci, Marianne. Je crois que j'ai enfin compris. »